Au Burkina Faso, le balai citoyen porte plainte contre le gouvernement. Ce mouvement de la société civile a saisi le procureur pour non-assistance à personne en danger. Les plaignants pointent du doigt les nombreuses violences dans le pays. Jacob Zuma dispose de 4 jours pour se rendre à la police. L'ancien président sud-africain a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Précision à suivre. Et puis au Tigré, les forces régionales reprennent le contrôle de plusieurs villes tombées aux mains de l'armée fédérale. Elles promettent chasser les soldats fidèles à Addis Abeba. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Burkina Faso, le balai citoyen, ce mouvement de la société civile, a déposé une plainte ce mardi contre le gouvernement. Motif non-assistance à personne en danger. Les accusations remontent à l'attaque de Solane, située donc au nord-est du pays, ayant fait au moins 132 morts. C'était au début du mois de juin. Le balai citoyen a déposé sa plainte auprès du procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, évoquant la situation sécuritaire préoccupante dans notre pays, selon un communiqué transmis à l'AFP. Le mouvement met plus particulièrement en avant l'attaque de Solan. Dans la nuit du 4 au 5 juin, des hommes armés, dont des jeunes âgés de 12 à 14 ans, selon les autorités, ont attaqué ce village du nord-est, tuant au moins 132 personnes, selon le gouvernement, 160 selon des sources locales. Ce massacre, qui a provoqué une vive émotion, constitue l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso depuis le début des violences djihadistes en 2015. La non-intervention du détachement militaire basé à Seba, 15 km de Solan, et la durée de l'attaque, qui a été d'environ 4 heures de temps, ont poussé le balai citoyen à formuler cette plainte, a affirmé le mouvement, en pointe lors de l'insurrection populaire qui entraîna la chute de l'ex-président Blaise Compaoré en octobre 2014, après 27 ans de pouvoir. Ce massacre constitue le symbole de l'incapacité notoire, voire de l'insouciance du gouvernement à protéger la population contre le péril terroriste, selon le balai citoyen, qui estime que le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré a consciemment fait le choix d'abandonner la population à leur triste sort. Face à cette trahison d'un gouvernement insouciant aux appels au secours de populations en détresse qu'il a l'obligation de protéger en tout temps et en tout lieu, le balai citoyen a demandé à la justice d'en tirer toutes les conséquences de droit. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes djihadistes. Ces attaques ont fait environ 1500 morts et contraint près de 1,5 million de personnes à fuir leur foyer. Et parlant de cette attaque de Solane au nord du pays, retenez qu'il y a 2 djihadistes présumés au Burkina Faso, dont le chef d'une base terroriste, qui ont été donc mis en examen pour terrorisme. Ils sont accusés d'avoir joué un rôle clé dans l'attaque du village de Solane, dans le nord du pays, qui a fait, on le rappelle, 132 morts. Le procureur du Burkina Faso, Émile Zerbo, a indiqué dans un communiqué qu'après l'attaque terroriste perpétrée à Solane, une enquête a abouti à la présentation le 25 juin dernier à la section antiterroriste de leur parquet de 2 individus. Il s'agit de Mano Tidjani alias Ali et Woba Dikouré. Âgés de 28 ans et de nationalité burkinabé, ils ont été, selon le communiqué, mis en examen et placés sous mandat de dépôt après l'ouverture d'une information judiciaire contre eux pour association de malfaiteurs, assassinat, tentative d'assassinat, vol, détention illégale d'armes à feu et des munitions, dégradation volontaire de biens mobiliers et immobiliers, toute infraction en lien avec le terrorisme. Dans la nuit du 4 au 5 juin, des hommes armés dont des jeunes âgés de 12 à 14 ans, selon les autorités, ont attaqué le village de Solane dans le nord-est, tuant au moins 132 personnes selon le gouvernement, 160 selon des sources locales. Selon le procureur, l'enquête démontre que cette attaque a été décidée le 21 mai dans l'objectif de piller des biens, le pillage étant la principale source de financement du groupe auquel appartiennent les 2 mises en examen. Il a confirmé que les 2 djihadistes présumés sont membres d'une composante du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda qui sévit dans plusieurs pays du Sahel. Le groupe intervient au Burkina Faso avec des incursions sur les territoires nigériens et béninois et est responsable de précédentes attaques à Solane et à Seba, à Bondoré et Kooloko,
à la frontière du Niger, a ajouté le procureur. L'impunité généralisée des violations des droits humains au Mali constitue un risque grave pour la protection des civils. C'est ce qu'a dit donc le bureau du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. L'organisation déplore notamment la détérioration de la situation sur le terrain. J'exhorte à nouveau les autorités maliennes à briser le cycle de l'impunité et à mener des enquêtes rapides, approfondies, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme et atteinte à ces droits, y compris celles commises par l'armée. L'obligation de rendre des comptes doit prévaloir pour garantir la paix, a souligné Michelle Bachelet dans un communiqué. La haute responsable onusienne juge profondément préoccupante l'augmentation des violations des droits humains depuis août 2020 au Mali. Elle souligne les victimes civiles provoquées par des attaques répétées au cours des 6 derniers mois de djihadistes, tels que ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, liés à Al-Qaïda ou du groupe État islamique au Grand Sahara, ainsi que par les violences intercommunautaires. La division des droits de l'homme et de la protection de la mission de l'ONU au Mali a ainsi enregistré 617 atteintes aux droits humains commises par des groupes armés entre janvier et juin 2021, dont 165 homicides. Cela représente une augmentation de quelque 37% par rapport aux faits documentés d'août à décembre 2020, indique le Haut-Commissariat. Le communiqué indique qu'un exemple frappant de la détérioration de la situation des droits humains est la forte augmentation des enlèvements. Au cours des 6 premiers mois de 2021, la MINUSMA a recensé au moins 328 enlèvements, soit nettement 307 hommes, 11 garçons, 9 femmes et une fille, soit nettement plus que les 187 enregistrés en 2020 et 4 fois plus qu'en 2019, rapporte le Haut-Commissariat. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a affirmé en début de semaine qu'il avait été envoyé en 2011 à la Cour pénale internationale, la CPI, de la Haye, car il fallait donc écarter un homme gênant, un concurrent gênant. Il a donc fait cette affirmation lors d'une déclaration devant la presse et des chefs coutumiers. L'ancien président Laurent Gbagbo a pour la première fois depuis son retour en Côte d'Ivoire parlé ce lundi de son jugement et de son acquittement par la Cour pénale internationale. Devant des chefs traditionnels qui lui ont confié une mission de réconciliation, des cadres de son parti et la presse, il a affirmé qu'il avait été envoyé à la Haye car il fallait écarter un homme gênant. Mais je ne regrette pas, parce que si j'étais revenu avec un titre de criminel, c'est vous tous ici qui alliez avoir honte, a déclaré Laurent Gbagbo à son domicile de Mama, son village natal dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Même les Blancs qui ne nous connaissent pas, qui suivent nos petites querelles ici, ont su que je n'étais pas un criminel. Moi, je fais tout, mais je ne suis pas un criminel, a affirmé Laurent Gbagbo sous les rires de l'assistance. Au pouvoir depuis 2000, Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril 2011 à Abidjan, puis transféré 7 mois plus tard à la CPI, afin d'y être jugé pour les violences commises à la suite de la présidentielle de fin 2010. Son refus de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara avait provoqué une crise post-électorale sanglante ayant fait 3000 morts. Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté fin mars par la CPI, où il était notamment accusé de crimes contre l'humanité, ce qui a permis son retour en Côte d'Ivoire. On ne défie pas la justice. Jacob Zuma l'aura donc appris à ses dépens. L'ancien président sud-africain est condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, et ce après de multiples tentatives et stratagèmes pour éviter donc de témoigner dans le cadre d'une enquête pour corruption. Zuma a désormais 4 jours pour se rendre à la police. Il a déclaré que Jacob Zuma est coupable du crime d'outrage à la Cour pour ne pas avoir respecté une ordonnance rendue par cette Cour et le secrétaire de la commission d'enquête judiciaire sur les allégations de captation de l'État, de corruption et de fraude dans le secteur public. Il est ordonné à Jacob Zuma de se soumettre à la police sud-africaine, au poste de police de Kandla ou au poste de police centrale de Johannesburg dans un délai de 5 jours civils à compter de la date de la présente ordonnance. In the event that Mr. Jacob
Dans le cas où Jacob Zuma ne se soumet pas au service de police sud-africain, comme l'exige le paragraphe 5, le ministre de la Police et le commissaire national du service de police sud-africain doivent, dans les 3 jours civils suivant l'expiration de la période stipulée au paragraphe 5, prendre toutes les mesures nécessaires et prévisibles en droit pour s'assurer que Jacob Zuma soit remis à un centre correctionnel. Le jugement majoritaire ordonne une peine d'emprisonnement sans sursis pour une période de 15 mois. Les autorités dissidentes de la région du Tigré en Éthiopie ont assuré que leur lutte allait donc s'intensifier jusqu'à ce que tous les ennemis quittent donc la région, laissant entendre que les combats se poursuivraient malgré un cessez-le-feu décrété par le gouvernement éthiopien. Les forces loyales aux anciennes autorités dissidentes du Tigré sont entrées dans Mekele, la capitale de cette région du nord de l'Éthiopie, où le gouvernement mène une opération militaire depuis novembre, marquant un tournant dans ce conflit qui dure depuis près de 8 mois. Malgré cette incursion, un cessez-le-feu a été annoncé lundi soir après l'entrée dans la capitale régionale Mekele de forces loyales à ces anciennes autorités issues du Front de libération du peuple du Tigré. Pour ces groupes rebelles, la lutte allait s'intensifier jusqu'à ce que tous les ennemis quittent la région, laissant entendre que les combats se poursuivraient malgré un cessez-le-feu décrété par le gouvernement éthiopien. La ville avait été prise par l'armée fédérale le 28 novembre 2020, 3 semaines après le lancement par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed d'une offensive pour renverser le gouvernement local. Cette opération de maintien de l'ordre avait été décidée après que les forces pro-TPLF eurent attaqué des bases militaires fédérales, avait justifié le prix Nobel de la paix 2019. Malgré la victoire proclamée après la chute de Mekele, les combats n'ont jamais cessé entre les forces pro-TPLF, qui se font appeler les forces de défense du Tigré, et l'armée fédérale éthiopienne épaulée par des troupes des autorités régionales voisines de l'Amhara et par des soldats venus d'Érythrée, pays frontalier du Tigré. Mardi, les télécommunications semblaient coupées au Tigré, rendant difficile la vérification d'informations concernant des mouvements de troupes. Mardi, le ministère français des Affaires étrangères a appelé toutes les parties à respecter le cessez-le-feu et réitéré son appel au départ des troupes érythréennes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.